Une population en chute libre, une croissance en berne. Sans parler de la crise du Covid, la Chine voit ses ambitions contrariées ces derniers mois. Faut-il pour autant parler d'une puissance au pied d'argile? Avec nous pour en parler, Emmanuel Véron, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste de la Chine contemporaine, géographe et enseignant-chercheur, associé à l'INALCO, l'Institut national des langues orientales, des civilisations et des langues orientales. Alors, les responsables du Bureau national des statistiques chinois assez précises ont pris la parole la semaine dernière. C'est plutôt rare, on écoute. À la fin de 2022, la population nationale était de 1,41 milliard de personnes, soit une diminution de 0,85 millions par rapport à celle de la fin de 2021. Le nombre de naissances a été de 9,56 millions. 0,85 millions, traduction 850 000 Chinois en moins en l'espace d'une année, 2022 en l'occurrence. Pourquoi ce déclin ? C'est une tendance de fond démographique de la Chine qui n'est pas nouvelle. On avait déjà, pendant l'année 2020-2021, un effondrement des naissances avec des chiffres autour de 8,5-9 millions de naissances par an. Là, les autorités annoncent ce chiffre-là. On est toujours à peu près stable autour de 9 millions. Mais je disais que c'est une tendance de fond. La transition démographique chinoise s'est opérée il y a plusieurs décennies maintenant. Donc on a un allongement de l'espérance de vie et un effondrement des naissances. Et malgré les politiques, on y reviendra, qui incitent à faire plus d'enfants, plus de bébés, on a aujourd'hui manifestement cette situation. On a plus de cercueils que de berceaux. En Chine, dans la population chinoise et d'une manière générale dans l'ensemble du pays. Donc la pandémie n'explique pas tout loin de là. Vous dites que c'est un phénomène qui est beaucoup plus ancré. La pandémie a probablement, et on aura des difficultés à avoir des chiffres précis là-dessus parce qu'ils vont être classifiés par les autorités chinoises tellement ils sont lourds et graves. On le sait par des institutions britanniques, notamment Airfinity, qui évaluerait depuis un mois et demi, autour de 700 000 décès dus au Covid. Un mois et demi en Chine. Ouais. Donc effectivement, ça vient accentuer, si vous voulez, ces chiffres, le nombre de cercueils par rapport au nombre de berceaux. Mais c'est une tendance de fond de l'espérance de vie qui s'allonge, d'un vieillissement général de la population et une perte de vitalité et donc une perte dans la natalité. Et pourquoi les couples chinois font-ils moins d'enfants ? C'est extrêmement cher, c'est compliqué, c'est contraignant, c'est beaucoup de pression sociale et familiale. Et la jeunesse chinoise, entre 20 et 40 ans, n'est plus du tout dans les mêmes comportements sociaux et démographiques que leurs parents et que leurs grands-parents. Et on a le schéma classique que l'on dit en Chine de 4-2-1, c'est-à-dire 4 grands-parents, 2 parents, un enfant. C'est les résultantes de la politique de l'enfant unique depuis 40 ans, introduite par Deng Xiaoping pour gagner en compétitivité économique et avoir moins de dépendance par rapport à de l'alimentation d'une population qui est énorme. Aujourd'hui, on est donc sur un élargissement de la pyramide des âges vers le haut, vieillissement de la population, un effondrement de la natalité, et malgré les politiques pour essayer d'inverser la tendance de Xi Jinping et du bureau, si vous voulez, de planning familial, on n'a pas la possibilité de relancer la machine natalité, on n'a pas la possibilité de relancer la fécondité. Les femmes travaillent plus aussi, sans doute. Les femmes travaillent plus, on a des taux d'urbanisation, la vie coûte beaucoup plus cher, et les contraintes socio-démographiques pour élever un enfant sont beaucoup plus lourdes, si je puis dire, qu'il y a 20 ans, 30 ans. Il n'y a pas de politique incitative du gouvernement chinois. On pense par exemple notamment aux allocations familiales. Comment ça se passe en Chine ? Absolument. Vous avez, pour les démographes chinois, depuis 20 ans, un certain nombre d'experts qui tiraient les sonnettes d'alarme en disant on va vers un vieillissement accéléré et une perte de la fécondité. Donc beaucoup de démographes ont dit qu'il faut arrêter avec la politique de l'enfant unique et essayer de relancer, si vous voulez, la fécondité. Xi Jinping s'est établi à suivre ces mesures-là à partir de 2015-2016. Arrêt de la politique de l'enfant unique, puis réintroduction d'une nouvelle norme familiale avec incitation à avoir 2 enfants par couple, et notamment des couples urbains dans toutes les grandes villes chinoises et autres, pour changer la norme familiale. Cette politique-là s'est élargie récemment, pendant le Covid d'ailleurs, pendant la pandémie, pendant les confinements, à 3 enfants par couple. Mais ça ne marche pas, les chiffres le rappelaient dans l'introduction du sujet, autour de 8-9 millions de naissances par an. Mais il n'y a pas le facteur de l'immigration pour un pays comme la Chine. Ils s'interdisent ces sujets-là. Fondamentalement. On est sur une masse démographique de plus d'1 milliard, peut-être 1,2 milliard, 1,3 milliard. Il y a un célèbre démographe établi aux États-Unis d'origine chinoise qui évaluerait la population chinoise d'ailleurs à autour de 1,2 milliard d'habitants et non pas 1,4 milliard comme les autorités chinoises le montrent. Mais ça, c'est pour, si vous voulez, faire un écho au volume démographique de l'Inde, qui est l'autre grand rival stratégique régional. C'est vrai d'ailleurs que l'Inde va dépasser la Chine en termes de population cette année ? On utilise le futur probablement qu'on devrait utiliser un autre temps, un autre mode. À savoir que l'Inde est très probablement, je dis bien très probablement avec beaucoup de précautions, déjà devant
en matière de volume démographique ce que la Chine peut rassembler et réaliser. Alors, vous êtes géographe, on parle de démographie. Pour celles et ceux qui nous regardent, pour un pays, c'est mieux d'être plus peuplé, ce qui va être le cas en Inde, ce qu'il est déjà, ou moins peuplé comme la Chine. En clair, quel est l'impact de cette mauvaise santé démographique pour la Chine sur son économie? Je crois qu'en termes de volume, il y a une question de masse critique. On est une puissance quand on a un volume démographique critique, important, imposant, qui a introduit un certain nombre d'inerties démographiques. Si vous êtes très nombreux, vous prenez tranche d'âge par tranche d'âge, vous êtes très nombreux par toutes les tranches d'âge prises, malgré le vieillissement, malgré la faiblesse de la fécondité. En revanche, ce que l'on observe, c'est que précisément ces masses-là de personnes vieillissantes, de personnes âgées au-dessus de 60, de 65 ans, aujourd'hui introduisent en Chine des problématiques sur la productivité, sur la compétitivité, sur l'attractivité. En somme, le vieillissement accéléré de la Chine est durable depuis plusieurs décennies et qui va encore jusqu'en 2030-2040, selon les différentes prévisions, va entraîner un pays qui sera vieux avant d'être massivement riche et généralement riche. Comment font les personnes âgées, du coup? Quel est le système de retraite en Chine? Jusqu'à quel âge on travaille en Chine? Alors, ça dépend des statuts, ça dépend des personnes, bien évidemment. Quand on est dans une institution publique d'État ou qu'on est inféodé au régime, on a des formes de retraite, mais je dis bien des formes de retraite, avec un certain nombre de clauses et un certain nombre de choses que l'on peut faire et que l'on peut faire, qui sont pour les Chinois et les Chinoises lambda. Voilà. Et quand on n'est pas dans cette administration publique ou dans le pays, bien, on continue de travailler finalement. Et on continue d'avoir une activité professionnelle qui est un complément par rapport à toutes les activités que l'on a pu avoir durant sa vie. Rappelons-nous que pour les personnes qui ont 70-80 ans, ce sont des gens qui ont connu la période maoïste, qui ont connu la période d'ouverture de la Chine. Donc forcément, ces personnes-là ont connu différents visages économiques et géoéconomiques de la Chine. Oui. Donc ils ont cumulé plusieurs types d'emplois et plusieurs types d'occupations. Donc on est sur une continuité de l'activité professionnelle, y compris chez les personnes âgées, mais globalement c'est un coût. C'est un coût gérontocratique, c'est un coût gérontologique, si je puis dire, d'avoir une population âgée et une économie qui est corrélée à un dynamisme beaucoup plus faible. La Chine est-elle en crise? Probablement. On en appellera, si vous voulez, de manière assez métaphorique, les crises du centre et de la périphérie du centre, c'est-à-dire que vieillissement, ralentissement économique, tassement de la croissance, accéléré et intensifié par les mesures politiques pendant le Covid et les confinements, problématiques de chômage, problématiques de production industrielle, sanctions américaines, et bien évidemment les crises dans la périphérie, c'est-à-dire dans la gestion politique des régions marginales, du Xinjiang. Mais il y a une classe moyenne, comment vit-elle tout cela? Des désillusions pour la classe moyenne, notamment en termes de logement, d'éducation, de travail. On a parlé de cette bulle immobilière aussi, notamment. C'est l'autre secteur qui, fondamentalement, est un sujet d'urgence pour les autorités chinoises. J'en veux pour preuve une récente réunion de Xi Jinping avec le Politburo pour parler très précisément de chômage, pour parler très précisément de finances et d'assainissement des finances, et bien évidemment essayer de réguler au mieux, avec beaucoup de guillemets, le secteur de l'immobilier, qui, on l'a vu depuis 2 ans à peu près, même si c'était sous-jacent depuis plus d'une décennie, a fait faillite à travers des géants de l'immobilier, Evergrande, pour ne pas les nommer, Huarong, où on a des endettements à 360 milliards, à 260 milliards, autour de 300 milliards. Donc c'est colossal. Si on donne un chiffre plus précis et beaucoup plus éloquent, probablement que l'immobilier représente 30% du PIB chinois. Donc on a potentiellement 30% du PIB chinois qui est en faillite. Et quel est le taux de croissance aujourd'hui de la Chine? Alors, les autorités chinoises ont publié partiellement des chiffres du dernier trimestre 2022 qui ne sont pas très très bons. Ils sont autour de 2 ou 3%, probablement qu'on est plus proche de 0 que de 2 et 3%. Et ils se lancent déjà dans la publication de prospectives pour 2023 à un taux de croissance autour de 5%. Fondamentalement, c'est de l'enfumage, c'est impossible. Il y aura peut-être un rebond de l'économie chinoise au deuxième semestre, ou à partir du deuxième trimestre pour cette année en 2023, mais qui va être extrêmement difficile à tenir, tant et la dégradation du climat international avec la guerre en Ukraine, tant on a des difficultés vis-à-vis de Taïwan, vis-à-vis du Japon, et aussi dans les tensions avec les États-Unis. Vous disiez rebond grâce à quoi? Rebond du fait de l'inertie de la machine économique chinoise, si vous voulez. Plus d'1 milliard de personnes qui se remettraient à consommer à la marge, même si le marché intérieur chinois n'est pas consolidé et n'est pas du tout comparable à ce que l'on peut connaître en Europe ou en Amérique du Nord, mais on aurait des effets inertiels de cette production, mais qui ne seraient absolument pas possible de tenir dans la durée. Ouais. En fait, Emmanuel Véran, quand on vous écoute, on se dit que celles et ceux qui nous regardent voient sans doute ces images de manifestations inédites depuis Tiananmen. En fait, le Covid et cette gestion, ce confinement, cette politique zéro Covid, on peut dire que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a d'autres sujets de colère pour la population chinoise. Il y a 1000 sujets de colère qui sont permanents,
ça et là, partout dans le pays, mais qui n'arrivent pas à ce stade encore à coaguler. Il y a un vrai mouvement de contestation, il y a une vraie grogne sur l'emploi, sur le chômage, sur l'insertion de la jeunesse qui a beaucoup de mal à trouver sa place dans cette société chinoise sous Xi Jinping. On a 1000 problèmes autour de l'écologie, de l'énergie, indépendamment de leur prix, mais aussi des crises environnementales extrêmement graves, en plus de ce vieillissement. Donc on est face à une pluralité de problématiques structurelles et conjoncturelles que le régime se doit de tenir, et ce sont les urgences de cette année. Pour autant, la Chine peut-elle vraiment un jour, et à quelle échéance, devenir la première puissance mondiale devant les États-Unis? Toutes les grandes agences, tous les grands cabinets voyaient la Chine première puissance économique, au moins avant 2030. Les autorités chinoises avançaient, elles, autour de 2035 et avoir une puissance globale, tous les paramètres de la puissance en 2049, ce qui coïnciderait avec le centenaire de la République populaire de Chine. Tout ça est une sorte d'écran de fumée, si je puis dire, pour, si vous voulez, faire du wishful thinking vis-à-vis de la population chinoise. C'est une stratégie de l'annoncer comme ça? C'est une stratégie, c'est de la propagande qui est d'abord destinée à la population chinoise pour montrer que le régime est seul légitime pour moderniser la Chine et lui redonner sa place, là aussi avec des guillemets, et si vous voulez, reconstituer l'histoire ou réécrire l'histoire, la grande histoire. Fondamentalement, par effet mécanique, la Chine demeurera une grande puissance économique et commerciale, mais ne sera pas en capacité de dépasser les États-Unis. Donc à qui profitent justement ces déboires, si l'on peut dire, de la Chine, clairement aux États-Unis, à l'Inde? Alors effectivement, on pourrait penser dans la rivalité sino-américaine que ça pourrait profiter aux États-Unis. C'est beaucoup plus compliqué que ça au regard de la dépendance technico-commerciale entre les deux grandes puissances. Dans ce qui est intéressant de voir, vous l'avez mentionné, c'est l'Inde, et puis d'autres marchés à proximité dans l'environnement régional chinois. Je pense au Vietnam, je pense à Singapour. L'Inde d'ailleurs est citée par les officiels la semaine dernière en parlant de démographie, comme pour dire on est deux, quoi. Absolument. C'est une sorte de rivalité très très forte qu'il y a de manière durable entre l'Inde et la Chine. On a vu ces images où ils se battaient d'ailleurs au corps à corps, il n'y a pas si longtemps. Le long de la frontière chinoise, de manière régulière, la frontière sino-indienne dans l'Himalaya. Et quand on regarde par exemple les choix stratégiques d'Apple de délocaliser une partie de la chaîne de Chine et la resituer en Inde, on est sur ces exemples extrêmement éloquents d'un mouvement géoéconomique asiatique des géants occidentaux en direction de leurs partenaires indiens, mais je pense aussi, on l'évoquait, à des partenaires sud-est asiatiques. Vietnam, on pourrait penser à Singapour, peut-être demain les Philippines. Merci beaucoup Emmanuel Véron, spécialiste de la Chine, géographe, enseignant, chercheur associé à l'INALCO. Merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir permis d'y voir plus clair sur la situation en Chine.